Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par le professeur Richard Wolff pour discuter de la crise économique qui semble désormais inévitable, ainsi que de ses répercussions politiques. Merci d'être avec nous. J'espérais que nous pourrions commencer, car vous savez, si l'on remonte 20 ans en arrière, ou même 20 ans suffirait, l'Europe était un modèle étudié dans les universités pour comprendre les raisons de son succès. Il semblait que le modèle européen devait sa réussite à l'unification des États afin d'accroître le commerce entre eux et à l'utilisation de leur pouvoir de négociation collective pour obtenir une position de force vis-à-vis du reste du monde. Et l'hypothèse était que les intérêts économiques alimenteraient ensuite davantage les loyautés politiques, c'est-à-dire qu'ils intensifieraient l'intégration entre les États européens, puisque cela allait dans leur propre intérêt. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La situation commence à paraître assez sombre en Europe. Que voyez-vous réellement se passer maintenant, de votre point de vue? Car si l'on regarde les trois principales économies, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, elles semblent toutes être en assez grande difficulté, menaçant d'entraîner les autres avec elles. Oui, eh bien, pour les États-Unis, et permettez-moi de préciser, dans un souci de transparence, mon père est né en France et ma mère en Allemagne. J'ai parlé français et allemand toute ma vie, même si je suis né aux États-Unis, et j'ai vécu et travaillé ici avec ma famille. J'ai donc toujours eu, si vous voulez, un pied en Europe et un pied aux États-Unis. Et j'ai toujours considéré l'Europe, en partie pour ces raisons, comme une sorte de centre du monde. Le lieu d'où sont issus la grande littérature, la grande science, le grand, eh bien, à vous de compléter, vous savez, Napoléon et tout le reste, considéré comme le centre à atteindre, comme la Renaissance, la Réforme, la Révolution française, les révolutions de 1848, la Révolution russe, toutes ces transformations historiques incroyables, la montée du marxisme, du socialisme, tout cela était européen. Et tout cela semble aujourd'hui terminé. Je partage cette perspective avec des Américains de tout l'éventail politique. Si vous parlez à la droite, ils le disent avec dédain et condescendance. Je ne ferai pas cela, ce n'est pas d'où je viens. Je le dis avec beaucoup de tristesse et le sentiment qu'il y a là quelque chose de précieux que j'espère voir préservé, même si le reste s'effondre. C'est donc le sentiment qu'une partie du monde devient de plus en plus insignifiante par rapport à presque tout ce qui retient mon attention et celle de mes concitoyens ici. Maintenant, une partie de cette vision relève aussi d'une forme complexe de Schadenfreude, un peu de jalousie envers l'Europe et l'idée qu'ils sont dans une situation pire que la nôtre. Et cela atténue la nécessité d'affronter les réalités des États-Unis qui ne sont pas si différentes de celles de l'Europe. Notre empire est venu après le vôtre, mais il est en déclin aujourd'hui. Le vôtre a une histoire de déclin plus longue, mais nous répétons cette histoire de plus de façon que nous n'aimons l'admettre en tant que société. Et nous avons peur. Je pense que c'est la meilleure façon de le décrire. Nous sommes effrayés par le fait que nous ayons désormais un concurrent économique très sérieux. Et je dois rappeler à tout le monde, si vous n'avez pas étudié l'histoire économique, que nous n'avons pas eu de concurrent économique sérieux depuis un siècle. L'Union soviétique n'a jamais été un problème économique pour les États-Unis. Elle a fait semblant de l'être, mais elle ne l'a jamais été. Même aujourd'hui, le PIB des États-Unis est d'environ 38 000 milliards de dollars et celui de la Russie est d'environ 4 000 milliards, peut-être 5 000 milliards. Vous savez, c'est littéralement un éléphant et une souris. Rien de comparable. La Chine, avec ses quoi, 18 ou 19 000 milliards, voilà le véritable concurrent.
La Chine, plus les BRICS, forme désormais une entité économique bien plus grande et plus riche que les États-Unis et le G7 qui les entoure. Donc, quelle que soit la manière dont on l'examine, la domination des États-Unis est en déclin sérieux. C'est un peu différent de l'Europe, car nous pouvons dater le déclin de la fin de la Seconde Guerre mondiale lorsque nous sommes entrés dans cette situation anormale. Les États-Unis occupaient alors une position extraordinaire. Le dollar est soudainement devenu la monnaie mondiale. La livre sterling britannique a été écartée. L'Amérique représentait la moitié de la production mondiale et la moitié du commerce mondial. Une domination totale. Ce qui, d'une certaine manière, aurait évidemment dû être reconnu comme une situation anormale qui ne durerait pas plus d'une décennie, si tant est. Mais ce n'est pas ainsi que cela a été interprété aux États-Unis. Compte tenu de l'atmosphère messianique et religieuse du pays, on a plutôt décidé que les États-Unis formaient une société totalement exceptionnelle et que leur domination économique était le fruit de la préférence de Dieu pour les Américains plutôt que pour les autres. Tout cela. Et l'idée sérieuse que cette situation se maintiendrait indéfiniment. Et donc, il n'y avait aucune attente que quiconque rattrape un jour son retard. Nous connaissons aujourd'hui une forme particulière de déclin, un déclin accompagné de chocs, d'incrédulité et d'une immense dose de déni. Les universitaires le nient, les commentateurs, les médias, tout le monde. Mon impression en Europe est que bien qu'il y ait aussi un peu de cela là-bas, bien sûr, ils traversent cette situation depuis plus longtemps. Et par conséquent, il y règne davantage de pessimisme mêlé de réalisme face au déclin, en espérant qu'il n'aille pas trop loin, trop vite, mais aussi un sentiment d'épuisement et l'impression qu'entre les États-Unis d'un côté et la Chine, l'Inde et tout le reste de l'autre, les Européens deviennent simplement une destination touristique, mais pas grand-chose de plus. Comment voyez-vous l'unité de l'Europe se maintenir? Car nous continuons à parler de l'Europe, mais vous avez mentionné la condition unique ou temporaire du dollar américain et le niveau de concentration économique aux États-Unis. Un autre développement inhabituel après la Seconde Guerre mondiale a été l'unité des États européens. Bien sûr sous la direction des États-Unis, mais aussi largement fondée sur la domination continue de l'Occident politique. Mais il faut se demander, pourquoi des pays comme l'Irlande et la Bulgarie, la Grèce et la Lettonie qu'ont-ils réellement en commun sur le plan des intérêts économiques? Quelle est la base de la cohésion politique entre eux? Car, comme je l'ai dit au début, dans les années 90 et 2000, on pouvait soutenir que l'Union européenne était un projet économique. Chacun avait intérêt à mettre en commun sa souveraineté. Et l'UMOL apportait alors des avantages concrets à ses États membres. Mais aujourd'hui, il est très difficile de défendre cet argument. En fait, l'UME elle-même affirme désormais « Non, nous sommes une Europe géopolitique », ce qui, je suppose, signifie affronter la Russie. Mais cela ne semble pas suffisant à long terme pour maintenir le continent uni. Non, je ne pense pas que ce soit le cas non plus. Et je pense que ce que vous voyez, écoutez, c'est un pari. D'un côté, il y a toutes les forces qui divisent les pays européens les uns des autres. L'histoire, la religion, la langue, tout cela. De l'autre côté, il y a bien ce sentiment que nous vivons dans un monde de géants, les États-Unis, la Chine, la Russie et ainsi de suite. Nous devons être grands et forts dans notre grandeur. C'est une tension terrible, mais je ne pense pas qu'ils aient trouvé comment y faire face. Je crois que l'erreur s'est produite dès le début. C'était une unification menée, si vous me permettez, par la classe des employeurs. Elle a été organisée par eux. Elle a été organisée pour eux.
Et cela a été organisé avec un profond mépris historique pour la classe ouvrière en tant que partenaire. Je pense que cela les a conduits à nourrir de très mauvais sentiments, de très mauvaises tendances à l'impatience, voyant l'unification pour ce qu'elle était, à bien des égards. Une manœuvre tactique de la classe patronale visant à menacer ou à retirer la protection sociale que la classe ouvrière avait conquise en Europe pendant l'entre-deux-guerres et un peu après. Et je pense que cela signifiait qu'il n'y avait pas eu d'unification sur le plan de classe permettant à ce projet politico-économique d'avoir un sens. La classe ouvrière n'a jamais eu le pouvoir ni l'unité nécessaire pour réaliser l'unification par elle-même. Donc elle ne voulait pas ce que la classe patronale voulait. Elle l'a subi, mais elle n'était pas heureuse. Et cela signifiait qu'à l'intérieur de chaque pays, l'opposition à ce qui émergeait ne prenait pas la forme d'un alignement sur une base de classe, ce qu'elle aurait pu et probablement dû faire, mais plutôt celle d'une remise en cause de l'unification elle-même. Nous ne voulons pas de cela. Nous ne voulons pas que Bruxelles dicte à tout le monde ce qui doit se passer. Cela prend donc une forme nationale, cette lutte entre le pays et l'Union européenne, et tout ce qui s'y rattache. C'est une recette pour des conflits sans fin et des pertes sans fin. D'abord la Hongrie, puis la République tchèque, maintenant, peut-être, la Slovaquie. Qui sait à quel moment les conflits internes, vous savez, je connais un peu la France. Je sais que Mélenchon compte de nombreuses personnes à gauche qui ne sont pas du tout satisfaites de l'Union européenne. Et je suppose, je ne sais pas, mais je suppose qu'à droite, Le Pen et toutes ses forces comptent également plus que quelques eurosceptiques, etc., etc. Je pense donc que ce que l'Europe a fait, c'est de se refermer sur elle-même à cause de sa configuration politique et idéologique. Toutes les options improbables qui auraient pu réussir ont disparu. Je n'ignore pas que la population de l'Union européenne est plus importante que celle des États-Unis, qu'elle dispose d'une base économique capable de rivaliser, sans aucun doute. Mais il semble vraiment incapable. Et je ne veux pas exagérer. Je suis sûr que vous avez eu d'autres invités qui l'ont fait, mais la qualité du leadership, Macron, Merz, Starmer, même depuis ce pays, avec le dirigeant risible que nous avons, on a vraiment l'impression que les Européens sont en très mauvaise posture. Et puis quand on ajoute à cela, ce qui, pour nous même ici, dans le berceau de la guerre froide, paraît excessif, la folie européenne à propos de la Russie, de Poutine et de tout le reste. À quoi cela sert-il? À sauver leur réputation politique. Je comprends. Ce sont tous des politiciens élevés depuis l'enfance pendant la guerre froide, soumis aux États-Unis, ennemis de la Russie soviétique. Mais vous savez, tout cela s'est terminé en 1989. C'est vraiment une situation différente. Donc peut-être que c'est utile pour eux. Cela leur donne quelque chose, parce que sinon, s'ils devaient se présenter sur la base de la véritable condition de leur société, ce serait indicible. Je lis. Vous savez, je me tiens informé. Je veux dire, je lis ce que vous lisez chaque jour. Et tout cela n'est qu'une attaque continue contre la social-démocratie. Et cela, même de la part du Parti travailliste, vous savez, le parti qu'il avait instauré, est maintenant en train de la supprimer. Et c'est pas bon. Ce n'est pas une recette pour une quelconque renaissance de l'Europe. Non, la haine massive, presque obligatoire, envers la Russie est très malsaine et étrange, pour le dire avec modération. Mais je pense qu'elle a aussi une fonction, refléter leur propre sentiment de vertu. Car si les Russes sont si mauvais, alors eux sont si bons. C'est une bonne façon de présenter les choses comme un affrontement entre nous et les autres. En ce qui concerne les perspectives de redressement de l'Europe, il n'y a pas encore eu beaucoup de bonnes propositions. Il semble que les Allemands s'orientent
vers une sorte de keynésianisme militaire. Autrement dit, ils ne peuvent plus construire de voitures compétitives face à la Chine. Alors, ils vont se mettre à construire des chars. Mais comment voyez-vous les bases de l'Europe? Oui, je suppose, la construction d'une nouvelle Europe fondée sur un complexe militaro-industriel. Je ne crois pas aux prédictions. Je n'ai pas une meilleure idée de ce qui va se passer que quiconque, c'est-à-dire aucune idée du tout. Mais je ne peux pas imaginer un pire choix pour l'Europe. Vous voulez vraiment rivaliser avec les États-Unis, la Russie et la Chine? Ce serait un pari très risqué pour quiconque, où que ce soit. Je veux dire, ils dépensent bien plus d'argent. Vous savez, ils pensent que c'est énorme. 800, si je ne me trompe pas. 800 milliards de dollars sur 10 ans. Nous dépensons cela chaque année. Et la Chine et la Russie dépensent des montants similaires. Vous ne rattraperez pas votre retard. Toutes les nouvelles technologies militaires sont développées par ces deux géants. Il vous faudra 10 ans pour construire l'infrastructure, et peut-être alors pourriez-vous, mais c'est un pari très incertain. Vous mettez toutes vos billes dans ce panier. Cela me paraît vraiment très étrange. Je peux imaginer la réunion où les généraux de l'OTAN ou les généraux allemands s'assoient avec les politiciens et disent « Si vous comptez sur l'armée allemande, vous serez une armée de 3e classe dans une guerre de 1re classe. La seule façon pour vous de participer à cette guerre, c'est d'acheter l'équipement, soit aux États-Unis, soit à la Russie et à la Chine. Mais vous n'êtes pas un acteur indépendant ici. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas à votre portée. Ce n'est tout simplement pas disponible. Et les Russes, ils s'inspirent, je suppose, des Russes parce que c'est contre eux qu'ils se battent maintenant. Mais c'est une erreur aussi. Les Russes ont fait ce pari, mais ils l'ont fait à partir d'une position bien plus forte et avec un véritable allié. L'Europe n'a ni l'un ni l'autre. Elle ne dispose pas d'une base solide pour cela, et elle n'a pas d'alliés fiables. Les États-Unis considèrent aujourd'hui l'Europe comme un perdant. Oui, nous en tirons quelques avantages, mais dans l'ensemble, elle nous freine. Toute cette affaire avec l'Ukraine, pour eux, c'est terminé. Ils veulent passer aux affaires. Ils ne veulent pas de cela. Quoi qu'il arrive, cela ne les intéresse pas. Ils s'épuisent, ont des problèmes d'argent, et ne veulent pas de cette situation. Les Européens, eux, la veulent. Et ils s'accrochent vraiment à l'idée que soutenir les Européens n'a plus de valeur. Nous n'avons pas besoin d'eux. Ce sont eux qui ont besoin de nous. Et c'est une perte de temps, d'énergie et d'argent. On a l'impression, en écoutant les dirigeants européens, qu'ils ne comprennent pas à quel point le monde a changé, y compris la relation entre les États-Unis et l'Europe. Ils avancent ces arguments, notamment à propos de la guerre en Ukraine, en disant des choses comme « L'Europe ne permettra pas aux États-Unis de faire cela » ou « Vous ne pouvez pas faire cela sans l'Europe ». Ils se sont un peu monté la tête, d'une certaine manière. Mais quand on parle à divers diplomates américains et à d'autres, le discours est très différent. Il y a presque un mépris pour les Européens aujourd'hui. Oui, comme vous l'avez dit, une faiblesse, mais Si je peux me permettre d'intervenir, ils disent tous deux que c'est un problème européen. Les Européens le disent pour renforcer leur position, mais si les États-Unis le disent, c'est parce qu'ils ne veulent rien avoir à faire avec cette affaire. Ils ont relégué la question à un tel point que lorsqu'ils disent « laissons les Européens s'en occuper », c'est parce qu'ils estiment que cela ne mérite pas leur attention. Ils se moquent de ce qui se passe. Tout ce qu'ils veulent, c'est un règlement qui leur permette de reconstruire leurs ressources militaires et de contrer la Chine. Écoutez, tout cela pourrait changer. Je ne veux pas dire que nous sommes figés dans cette situation. La trajectoire de collision avec la Chine est en elle-même un problème ici aux États-Unis.
Ce n'est pas une question résolue. Et vous allez voir, je pense que dans les années à venir, lentement mais sûrement, l'émergence d'une toute autre orientation politique. Le langage pourra différer, mais au fond, il s'agira de dire que l'avenir exige de s'asseoir avec les Chinois et de se partager le monde. Cela sera présenté comme une politique moins coûteuse et plus efficace que le pivot vers l'Asie et la confrontation avec la Chine prônée par les partis républicains et démocrates. Tout cela sera décrit comme dangereux, inefficace et onéreux, tandis que l'alternative sera perçue comme moins susceptible de mener à la guerre, bien moins chère, et libérant ainsi des ressources pour faire face aux divisions internes des États-Unis qui deviennent dangereuses pour la survie de la société. Et cet argument sera avancé, et il finira par devenir efficace dans ce pays. C'est un point intéressant, car lorsque nous examinons ce calcul, les États-Unis s'opposant à la Chine, essayant de vaincre les Russes, tout cela en toile de fond s'inscrit bien sûr dans une immense crise économique qui se profile à l'horizon. Mais sur quels paramètres vous concentrez-vous principalement? Prévoyez-vous l'éclatement de la bulle de l'IA? Voyez-vous une destruction du dollar? Qu'est-ce qui, en quelque sorte, vous empêche de dormir la nuit? Pour le formuler ainsi, le dollar. Je vois le dollar davantage comme un processus graduel. Je ne m'attends pas à ce que ce soit quelque chose qui provoque ou choque autant. Vous savez, ça dure déjà depuis 30 ou 40 ans, et il y a des ajustements à cela. Donc non, je ne m'y attends pas. Oui, nous sommes dus pour une récession dans ce pays. La bulle de l'IA est un candidat évident pour ce qui pourrait la déclencher. Il y a aussi d'autres possibilités. Je vais vous en donner quelques-unes. L'une d'elles est le niveau d'inégalité. Les États-Unis ne peuvent pas supporter ce niveau d'inégalité. Tout d'abord, cela déchire le pays. Quoi que vous entendiez, c'est le vrai problème. C'est la façon dont les Américains perçoivent l'économie, leur propre situation personnelle. C'est toujours une question de mon revenu et de ce que je peux me permettre d'acheter par rapport aux autres. Et l'envie envers Elon Musk, Warren Buffett, Bill Gates ou n'importe lequel des autres, Bezos et les autres, s'exprime toujours ainsi. Mon Dieu, tout ce qu'il doit pouvoir acheter. Parce que vous savez, $1 milliard, c'est difficile à concevoir. Le niveau d'inégalité dans cette société est aujourd'hui insoutenable. Et je dis cela en tant qu'Américain, né et ayant vécu toute ma vie dans l'ère d'après-guerre. Tout ce que j'ai appris dans le système scolaire américain que j'ai suivi, et ma vie ici, y compris ma vie de professeur d'université, m'a appris que les États-Unis se voyaient comme une société de classe moyenne où tout le monde appartenait au milieu. Oui, il y avait quelques personnes riches, des stars de cinéma, des athlètes exceptionnels ou quelque chose de ce genre. Et il y avait quelques personnes pauvres. Elles étaient probablement atteintes de troubles mentaux ou avaient un problème de drogue ou quelque chose de ce genre. Mais les gens habituels, nous faisions tous partie de la classe moyenne. Nous nous habillions de la même façon, nous allions à l'école, nous parlions de manière similaire, et ainsi de suite. Cela a maintenant été détruit. Et il a fallu du temps pour que les gens comprennent que ce n'était pas seulement leur propre situation, c'est social. Ils le comprennent maintenant. C'est une évolution sociale. Mais comme on leur avait promis une vie de classe moyenne, comme beaucoup d'entre eux ont grandi dans une vie de classe moyenne, ils sont très conscients de ce qu'ils ne reçoivent pas. Ils sont très conscients que ce qu'on leur avait promis comme récompense pour bien se comporter, bien s'habiller, aller à l'école, étudier, et tout cela est faux.
La soi-disant génération Z, les personnes nées à la fin des années 90 jusqu'à environ 2012. Si l'on regarde les statistiques, elles sont très touchées par le chômage, la dépression et la dépendance aux drogues. C'est extraordinaire, même comparé à la cohorte qui les précède. On assiste donc à une crise croissante dans laquelle les gens se montrent réceptifs au mouvement MAGA, à M. Trump, parce qu'il promet de rendre à l'Amérique sa grandeur. Ce qui, pour eux, signifie un retour à ce qui aurait dû se produire pour eux, mais ne s'est jamais réalisé. On commence à reconnaître que cela n'arrive pas, et que M. Trump, on peut déjà le constater aujourd'hui, est en plus grande difficulté chaque jour qui passe. Mais la raison de cela n'a rien à voir avec le dossier Epstein ou quoi que ce soit de ce genre. La raison en est qu'une masse d'Américains sont eux-mêmes en difficulté et qu'ils disent à leurs frères, sœurs, mères et pères que leurs problèmes ne sont pas résolus, que ce système ne fonctionne pas. L'élection de Zohran Mamdani comme maire de New York, et je suis assis ici, j'ai voté pour lui, il figurait sur mon bulletin, n'a pas été une approbation du socialisme. J'aimerais que ce soit le cas. Ce ne l'était pas. J'en suis triste, mais ce ne l'était pas. C'était un vote contre. Eh bien, si vous voulez, vous pouvez appeler cela le capitalisme. La plupart des gens ne le feraient pas. Ils diraient que c'était un vote contre « notre économie ne fonctionne pas correctement » ou quelque chose de ce genre, parce qu'ils s'accrochent encore à cette possibilité. Mais ils sont très en colère. Pour les New-Yorkais, voter pour un musulman socialiste est un grand pas, compte tenu de ce qu'ils ont fait par le passé. Je pense donc que les États-Unis se trouvent à un tournant majeur sur le plan intérieur. Et puis il y a le désespoir de ce dirigeant. C'est le proverbial boulet de canon incontrôlé. Je n'ai aucune idée de ce que signifie cette aventure au Venezuela, mais il est très clair qu'il y a maintenant des navires russes et chinois là-bas, dans les eaux au large du Venezuela. C'est la doctrine Monroe. Où est-elle passée? Soit les États-Unis y l'emportent, soit non. Je ne sais pas ce que Maduro, les Russes et les Chinois prévoient de faire, mais cela pourrait-il être un point de bascule? Oui. Et ensuite, il faut se poser la question, qui dans ce cas me semble très importante. Cela peut sembler être un symbole, mais c'est plus important que cela. Et les symboles peuvent être très importants. Au cours des 2 ou 3 derniers mois, M. Trump a autorisé la mise à mort d'environ 85 personnes dans de petits bateaux de pêche autour du Venezuela et dans cette région de l'Amérique du Sud. Ce sont des personnes qui autrefois auraient été abordées par un navire de guerre américain. On leur aurait ordonné de s'arrêter, on les aurait inspectées, et si elles transportaient de la drogue, celle-ci aurait été confisquée. Elles auraient été arrêtées et ramenées d'où elles venaient. Soudainement, nous ne faisons plus arrêter le bateau. Nous ne les arrêtons plus. Il n'y a aucune preuve, aucun avocat, aucun jury, aucun juge. Exécution sommaire sur la parole du président. Cela viole tout. Et juste pour que votre public comprenne bien, les États-Unis ont un très grave problème de drogue, et ce depuis au moins un demi-siècle, voire plus. Nous arrêtons des personnes pour trafic de drogue en permanence dans ce pays. Nous ne les tuons pas. Ce n'est pas un crime passible de la peine capitale. Il n'est pas puni par l'exécution aux États-Unis. Ces personnes, si elles sont reconnues coupables dans un tribunal où elles ont un avocat et le droit d'interroger, écopent d'une peine de prison. Personne ne s'en soucie. Que fait-il? Qu'est-ce qui pourrait bien pousser quelqu'un à faire cela? Si la réponse est qu'il doit prouver qu'il y a de la drogue au Venezuela. Au fait, il y a de la drogue dans tous les pays d'Amérique latine. Beaucoup, même. Mais s'il veut jouer à ce jeu-là, c'est un prix terriblement élevé à payer.
Pourquoi ferait-on cela? Quelle mentalité rend quelqu'un vulnérable? Même ici, aux États-Unis, même parmi les responsables du Parti républicain, des questions sont soulevées sur l'illégalité flagrante de ce qu'il fait. Maintenant, vous avez raison si vous voulez me demander s'il existe un mouvement pour y mettre fin. La réponse est non, il n'y en a pas. Et c'est très significatif. Mais même pour M. Trump, ce sont des choses tout à fait extraordinaires. Donc je pense que le potentiel pour que tout cela se transforme très rapidement en crise mondiale. Absolument. Absolument. La Chine ne veut pas le faire. Je comprends cela. Pourquoi le ferait-elle? Elle a mieux réussi que quiconque depuis 25 ans sous la Pax Americana. Si vous avez ne serait-ce qu'un peu étudié Hegel, vous comprendrez qu'il y a quelque chose d'assez charmant dans la manière dont la domination américaine a nourri et permis l'essor de la Chine. Et puis, bien sûr, vous vous souviendrez que l'Empire britannique a nourri et permis l'essor de l'Amérique. Donc, ce n'est pas la première fois, loin de là. Mais il y a quelque chose là-dedans. L'Amérique et la Grande-Bretagne étaient après tout anglo-saxonnes, bla bla bla, et ici ce sont des communistes chinois face à l'Occident. Mais malgré tout, c'est bien là le récit dominant. Et je pense que les gens ici sont très très inquiets. Les plus avertis, sur tout le spectre politique, expriment leur inquiétude de différentes manières, mais je crois que c'est le même problème. Cela se manifeste par des propos du type « Jamais nous n'avons ressenti un tel niveau de haine, une telle amertume. » Si vous y prêtez attention, vous le verrez. Marjorie Taylor Greene, une figure d'extrême droite, se brouille avec Trump et elle passe aussitôt à la télévision pour dire qu'elle craint pour sa famille, que des gens viendront la nuit pour les tuer. Monsieur Trump, furieux contre certains responsables qui ont rappelé à l'armée qu'il est illégal d'obéir à un ordre illégal venant d'un supérieur, menace de les faire exécuter pour trahison. Ce ne sont pas des choses anodines, et ce ne sont pas des exceptions. C'est devenu le langage courant. Eh bien, une grande partie de cela vient bien sûr du changement dans la répartition du pouvoir et des insécurités économiques, la crise. Je veux dire, il est presque irréaliste de supposer que les problèmes économiques qui nous attendent n'entraîneraient pas une certaine folie politique comme celle que nous observons aujourd'hui. Je veux dire, vous savez, il y a seulement quelques années, si vous m'aviez dit que le président des États-Unis ordonnerait des attaques contre des bateaux de pêche soupçonnés de transporter de la drogue autour du Venezuela. Je veux dire, c'est une époque complètement folle. Mais ma dernière question portait sur la manière dont vous percevez l'évolution de la relation entre les États-Unis et l'Europe aujourd'hui, étant donné que les États-Unis changent non seulement leurs priorités et leurs capacités en termes de ressources financières, mais aussi leur position dans le monde. Mais à mesure que l'Europe et l'Amérique connaissent de plus en plus d'instabilité politique, comment pensez-vous que la relation transatlantique va fonctionner? Parce qu'un collègue américain m'a dit que les discussions à Washington tournent plus ou moins autour de la recherche de nouveaux modèles sur la manière de traiter avec les Européens. Alors, devrait-il transformer l'Europe en un bloc économique exclusif pour les États-Unis en leur demandant de couper les liens avec les autres? Ou bien, les États-Unis devraient-ils extraire davantage de richesses de l'Europe en déplaçant certaines industries de l'autre côté de l'Atlantique? En somme, il s'agit de savoir dans quelle direction les choses vont aller. Il est certain que la relation ne sera plus comme par le passé. Non, mais je vois tout ce que tu dis, et je suis d'accord avec tout. Mais je trouve la situation beaucoup plus fluide à ce stade. Ils veulent se détacher de l'Europe comme ils l'ont fait par le passé. Ils ne pensent pas avoir besoin d'un allié contre le socialisme et le communisme. Souviens-toi,
L'hystérie autour de l'Union soviétique est aussi profondément enracinée aux États-Unis. C'est en partie pour cela que tu la retrouves même ici. Tu l'as attrapée davantage d'ici que d'ailleurs. Cette férocité délirante qui fait de tout le monde un Staline. Donc si Staline est mort, eh bien Poutine deviendra Staline. Peu importe qui il trouve, on en fera un Staline. Ils n'ont pas besoin de l'Europe pour ça. Ils pensaient en avoir besoin, et après la Seconde Guerre mondiale, on pouvait soutenir qu'ils en avaient effectivement besoin. D'abord, le gouvernement gaulliste comptait des membres du Parti communiste dans ses rangs ministériels. Vous vous souvenez de la lutte pour le partage de la Grèce entre l'Ouest et l'Est, et du rôle complexe de la Yougoslavie et des pays du Comintern. Tout cela est désormais compris non seulement comme terminé, mais comme effacé. En d'autres termes, il faut retenir les Européens de l'Est. C'est la plaisanterie qu'on fait. Il faut les retenir parce qu'ils sont tellement en colère contre les Russes qu'ils risquent d'aller trop loin. Et puis il y a l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Des gens qui tiennent des propos jugés fous et qu'on considère un peu comme tels à ce sujet. Ils ne veulent donc plus soutenir l'Europe. Ils se méfient beaucoup, persuadés qu'ils ont été dupés dans l'accord visant à assurer la couverture militaire des Européens, afin que ces derniers n'aient pas à payer pour l'effort militaire. Ils ne voulaient pas que les Européens aient le moindre rôle là-bas. Ils ne leur faisaient pas confiance, et ils ne le voulaient pas. Tout cela a en quelque sorte disparu maintenant. Ils n'attendent pas grand-chose des Européens, rien dont je sois au courant. Rien d'une grande importance militaire n'a été acquis par l'armée américaine auprès de ses alliés européens. L'opinion sur l'armée européenne ici, dans ce pays, et je ne suis pas un expert militaire, donc je ne suis pas le mieux placé pour juger, mais je peux vous dire quelle est l'opinion largement répandue. Inutile. Très peu de personnes en uniforme, très peu de compétences parmi elles, très peu d'expérience, un soutien très limité et une attitude douteuse par rapport à la population en général. Donc ils ne voient pas grand-chose en matière d'alliés ici. Ils aimeraient bien l'argent. Ils comprennent bien qu'il y a une richesse énorme accumulée en Europe, et ils ont raison sur ce point. Et M. Trump fait ce qu'ils aimeraient tous faire, c'est-à-dire amener les Européens à considérer les États-Unis comme l'assureur de leur situation. Mais plus en tant que superpuissance militaire, plutôt en donnant réellement de l'argent. Je veux dire, avez-vous remarqué? Il va voir chaque dirigeant européen, en commençant par Starmer et von der Leyen, et l'accord est le suivant. Je réduirai le tarif, peut-être de 20-30% à 15%, mais vous devez vous engager à acheter du gaz naturel liquéfié chez nous pendant 10 ans, et vous devez vous engager à investir ici pour 600, 700, 800 milliards de dollars. Ce dernier point, et en réalité les deux, mais le dernier en particulier, me paraît remarquable. Vous exigez que les politiciens européens expliquent à leurs électeurs que des centaines de milliards de dollars levés, je ne sais pas, aux Pays-Bas, en Suède, en France ou en Allemagne, vont être investis dans une Amérique plus riche. Ce ne sera pas facile. Difficile de vous faire passer pour autre chose que ce que vous êtes, c'est-à-dire quelqu'un qui a tout simplement bradé ses intérêts. Et les États-Unis disent, peu importe, si vous ne voulez pas le faire, nous viderons simplement votre économie de l'intérieur. Vos capitalistes devront venir chez nous d'une manière ou d'une autre, et vous deviendrez un endroit où les gens prennent leur retraite. Vous serez ce que certaines régions de votre pays sont déjà, sauf que cette fois cela inclura Londres, Berlin, Paris et ainsi de suite. Ce seront des lieux très élégants pour les retraités et les touristes. Et j'ai entendu des responsables de haut niveau que je connais personnellement parler ainsi.
Eh bien, vous voyez la rhétorique en Europe. Ils perçoivent essentiellement les immenses changements dans le monde, les incertitudes économiques, les déplacements de pouvoir, les nouveaux défis et menaces. Donc la logique est, oh, eh bien, nous allons devoir, c'est vraiment le moment pour l'Occident politique de rester uni. Nous avons besoin des États-Unis, les États-Unis ont besoin de nous. C'est tout ce que nous avons à faire. Ils s'y engagent donc pleinement. Ce qui explique aussi pourquoi ils sont prêts à ignorer une grande partie de leurs intérêts nationaux fondamentaux, en particulier leurs intérêts économiques, afin de consolider ce partenariat. Je ne pense pas qu'ils saisissent vraiment ce qui se dit de l'autre côté de l'Atlantique, car c'est presque l'heure de la traite. Il est temps d'être payé. Et encore une fois, de leur côté, ils voient les choses de manière plus pragmatique. Si nous traversons des périodes difficiles, alors nous allons devoir revoir nos priorités. Nous pouvons consacrer moins de ressources à l'Europe, mais nous devrions en tirer davantage. Il me semble que les dirigeants européens ne saisissent pas vraiment certains des dilemmes essentiels. En avançant ainsi, tout en ignorant leurs intérêts économiques et nationaux, je pense qu'ils vont alimenter une population massive et mécontente qui, au bout d'un moment, commencera à chercher des alternatives plus radicales, à mesure que la crise politique et le sentiment d'illégitimité commenceront réellement à s'installer. Des réflexions finales? Je pense vraiment que c'est un très bon point, la façon dont vous l'avez formulé. Il y a un malentendu. Écoutez, j'ai été surpris, disons-le ainsi. J'ai été surpris encore une fois, compte tenu de mon parcours et de ma famille, par le niveau d'hostilité envers l'Europe. Quand M. Trump a dit qu'il nous avait trompés, maltraités et exploités, en parlant ainsi des Européens, j'ai pensé que ça paraîtrait tellement étrange, tellement nouveau et tellement différent de ce qu'on nous avait dit pendant des décennies, que cela susciterait bien plus de réactions que ce ne fut le cas. Donc je crains que ce ne soit la preuve d'une attitude, non pas que les gens soient d'accord avec lui, mais qu'il n'ait aucun véritable attachement à l'Europe pour réagir. Alors, ils acceptent cet argument, pas très profondément, mais il est répété encore et encore. Quand on voit des gens parler de nos alliés européens, Lindsey Graham, un sénateur d'extrême droite et plutôt ridicule, représente tout de même un groupe, et il est là depuis longtemps. C'est ça l'Europe, car c'est un spécialiste de l'anti-gauche resté inchangé. C'est un guerrier de la guerre froide, et pour lui, cela ne s'est jamais arrêté. À ses yeux, la Russie et l'Union soviétique, c'est la même chose. Les Européens doivent voir les choses autrement, pour toutes les raisons évidentes. Mais ici aux États-Unis, et je sais que c'est difficile à comprendre pour les Européens chaque fois que j'essaie de l'expliquer, le sénateur qui est son bon ami, Tuberville de l'Alabama, est célèbre pour avoir déclaré qu'en remportant l'élection sénatoriale, il allait se consacrer, comme tous les membres de sa famille, à combattre les communistes. Puis il a fait une petite digression sur son père, qui a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et a lancé la famille dans cette tradition. Et parmi la trentaine de journalistes qui le suivaient, pas un seul n'a été capable de dire « Pendant la Seconde Guerre mondiale, nous étions alliés avec l'Union soviétique. Nous ne combattions pas les communistes. Espèce d'idiots, n'est-ce pas? » Et dans ce pays, la Russie reste l'Union soviétique. Si vous essayez de leur expliquer que ce n'est pas le cas, et d'ailleurs M. Trump, pour une raison ou une autre, n'est pas comme ça, il comprend. Il saisit réellement que la Russie de Poutine n'est pas ce que vous considériez comme l'Union soviétique. Il y a des différences importantes. Mais pour beaucoup, ici aux États-Unis, non. Non. Et ils gardent encore une certaine sympathie. Oui, c'est vrai, je ne veux pas le nier. En ce qui concerne l'Europe, ils estiment que les Européens ne se sont pas bien comportés.
Ils n'ont aucun problème à imposer des droits de douane aux Européens, à les obliger à acheter notre gaz, à les pousser à investir. Mais il faut les soutenir face à la Russie. Cela, ils pensent que c'est très important, parce que les États-Unis ne devraient pas avoir à le faire tout seuls. Oui, pas étonnant que la guerre en Ukraine soit utilisée comme principal instrument par les Européens pour maintenir les États-Unis sur le continent. C'est la seule façon. C'est la seule façon à faire Stein. Eh bien, merci d'avoir pris le temps et de m'avoir laissé profiter de votre expérience. Alors, oui, passez une excellente journée. Vous aussi. Et merci pour votre émission, Glenn. C'est une émission que je regarde, que mes étudiants regardent, et c'est un service important pour lequel nous sommes reconnaissants. Merci. Dites à vos étudiants que j'apprécie cela. D'accord, je ferai.